Bien, bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient déjà là pour la fraude dans un premier temps, les factures dans un deuxième. Maintenant, on aborde le volet des données personnelles, donc ce nouveau règlement qui entrera en vigueur au mois de mai l'année prochaine, le RGPD, règlement sur la protection des données, ou GDPR, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Donc on va se demander quels sont les enjeux juridiques pour les organisations qui y sont confrontées, comment se mettre en conformité et surtout, donc c'est le thème de cette conférence, c'est les méthodes pour détecter et classifier les données. Donc l'idée c'est de se mettre en conformité le plus rapidement possible. Et donc pour en discuter, deux personnes autour de moi, donc Poliana Bigle qui est avocat au sein du cabinet Alain Bensoussan et Dominique Chabot qui est consultant chez HPE. Donc d'un côté le volet juridique, de l'autre le volet outils et on fera un échange entre les deux, puis entre vous, surtout si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, à lever la main. Même en cours de débat, je vous tendrai le micro et on essaiera d'y répondre. Voilà. Alors, Poliana, c'est vous qui allez commencer. Donc sur la partie légale, et vous nous rappelez un petit peu les enjeux de ce règlement, qu'est-ce que ça implique, est-ce que c'est vraiment si horrible que ça, est-ce qu'il y a des sanctions affreuses, racontez-nous. Bon, alors on va quand même dédramatiser, mais c'est vrai que je vais un peu commencer à vous angoisser et après on va trouver les solutions. Donc en introduction, je voulais tout d'abord vous montrer la phase, enfin le planning, parce que le planning pour se mettre en conformité avec ce règlement, eh bien c'est maintenant. Maintenant parce que on aura une application dès le 25 mai 2018. Donc on a à peu près 13 mois pour se mettre en conformité. Et ça peut représenter un peu de travail. Donc on a une phase de build. Donc on va regarder ce qui existe aujourd'hui et puis la phase de run à partir de mai 2018. On le mettra en place pour les nouvelles données qui sont traitées, les nouveautés. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au RGPD, à ce règlement ? Tout d'abord, c'est quand même une réforme complète du droit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On a toujours d'ailleurs dans notre droit français la loi informatique et liberté. Et en fait, ce règlement, comme c'est un règlement, eh bien, il vient se superposer et vient à la loi informatique et liberté et s'appliquer à partir de mai 2018 sans aucune nécessité pour la loi française d'être modifiée. Donc ça va être applicable directement. Donc il y a une réforme complète du droit, parce que je ne sais pas si je vous ai mis un petit schéma à gauche, mais vous avez la loi de 78 où il y a 72 articles dans cette loi. On avait une directive européenne où il y avait 34 articles, et maintenant ce règlement, on passe à 99 articles. Donc c'est vrai que là, on commence à avoir beaucoup d'exigences à mettre en place. On passe donc de 72 articles à 99 articles. Ce règlement va permettre de prendre en compte des nouvelles tendances, des nouveaux usages comme le profiling, l'analyse comportementale, le big data, et tout ce qui est transformation digitale, transformation numérique. Et à chacun des projets que l'on mettra en œuvre, il va falloir penser informatique et liberté, privacy by design, mise en conformité avec le règlement. Il faudra toujours l'avoir en tête, c'est une nouvelle composante. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on passe du papier au numérique, eh bien on va traiter des nouvelles données, pour des nouvelles raisons, pour des nouveaux usages, donc pour des nouvelles finalités. Alors ce règlement, il a aussi comme vertu quand même de renforcer le droit des personnes, les personnes dont on va collecter des données à caractère personnel. Et ce qui se passe, c'est qu'on tombe vite dans la donnée à caractère personnel. Une adresse IP, c'est une donnée à caractère personnel. Un login, c'est bien une donnée à caractère personnel. Et on va voir qu'on durcit les sanctions. Et c'est pour ça qu'on doit quand même s'intéresser au RGPD. Alors, dans les quelques minutes qui me sont imparties, je voulais vous montrer quelques enjeux de ce règlement, les sanctions, mais aussi les opportunités.
et je laisserai la parole à mon collègue pour après revenir sur les bonnes méthodes à mettre en place côté juridique. Alors les enjeux. Les enjeux de ce règlement, eh bien, on peut dire qu'ils sont triples. D'abord, on a un impact de conformité, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place un certain nombre de mesures dans son entreprise pour se mettre en conformité. Pourquoi ? Parce que, on va voir après, il y a des sanctions qui pourraient être prononcées à mon encontre. Mais ça veut dire qu'on a aussi un impact financier sur les sanctions. Les sanctions qui, vous allez voir, sont extrêmement lourdes. Et avec les sanctions, on a un autre impact financier, c'est qu'on peut avoir des clients qui réclament parce qu'ils ne sont pas contents et donc qui demandent des dommages et intérêts, et une perte de clientèle parce qu'ils n'ont plus confiance en vous parce que vous n'avez pas été conforme à ce règlement européen. Et enfin, on peut souligner un impact d'image parce que si on fait l'objet d'une sanction ou même d'une réclamation, même de groupe, avec une action de groupe de la part de plusieurs clients, eh bien, ça fait mal à l'image de marque. Si nos problèmes sont étalés sur le web, c'est vrai que c'est pas idéal. Tout comme les meuleuses et les perceuses. Mais c'est autre chose. Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué de faire le vide. Alors, en termes de sanctions, on a 2 catégories de sanctions. Ça varie du simple au double. Mais quand même, retenez qu'on a un risque d'avoir des sanctions maximum de l'ordre de 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires annuel mondial pour une première catégorie de sanctions. Par exemple, si on n'a pas protégé ces données dès la conception d'une solution de démat, on peut risquer ça. Deuxième catégorie de sanctions où là, on double, 20 millions d'euros ou même 4% du chiffre d'affaires mondial. Par exemple, lorsque l'on n'a carrément pas respecté des obligations de terme, on n'a pas été loyal, on n'a pas informé ses clients qu'on allait collecter les données. Je vous assure, c'est terrible. On est obligé malheureusement de faire avec, à moins que je prenne quelques hommes forts dans la salle. Oui, c'est la 4e révolution industrielle, effectivement. Non, mais allez-y, les sanctions, ça va. Alors, tout ça pour dire que donc, les sanctions sont élevées. Aujourd'hui, en France, on a augmenté les montants depuis octobre 2016 à 3 millions d'euros. Donc, on est quand même aussi... c'est un premier palier. Et à noter que la sanction fondée sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est en cas de dépassement de plafond, c'est-à-dire que si 10 millions d'euros c'est peanuts pour vous, on va pouvoir passer à 2% du chiffre d'affaires mondial, c'est-à-dire que pour les entreprises du type GAFA, on va prendre en compte tout leur chiffre d'affaires groupe. Donc ça commence, si vous voulez, à un petit peu peser. Mais finalement, c'est le seul moyen pour que ça bouge. C'est un petit peu comme les radars au bord des routes, non ? En tout cas, c'est ce qu'a décidé l'Europe. Bon. Voilà. Alors, on va quand même moduler ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ce n'est pas des sanctions automatiques et maximum tout de suite, c'est toujours modulé en fonction de la gravité de la faute, de la violation, du nombre de données qui ont été dispersées dans la nature. D'autant que si je ne me trompe pas, il y a des rappels avant, c'est ça ? C'est qu'on est averti, attention Le plus souvent, c'est ce qui se passe en tout cas en France, on a un contrôle de la CNIL qui après va faire un petit rappel, voire une mise en demeure si on ne se met pas en conformité, et puis après, elle va sanctionner. D'accord. Mais bon, il faut bien se dire qu'il ne vaut mieux pas être le premier, parce que je pense que la CNIL, elle est dans les starting blocks aujourd'hui. Au 25 mai 2018, il y a quelqu'un qui va être contrôlé et sanctionné pour l'exemple. Vous ne voulez pas être le premier, je pense. Mais bon, on module avec un certain nombre de critères et ce ne sont que des peines maximum. D'accord.
Et il faut bien se dire qu'il y a des opportunités avec ce règlement. Opportunités, tout d'abord, concurrentielles. Ben oui, parce que faut pas se dire je vais pas le faire, ça n'intéresse pas mes clients. Si, ça intéresse vos clients. Si vous n'êtes pas conforme, ils ne pourront pas avoir confiance dans vos prestations. Et donc, ils vont aller vers ceux qui sont conformes. Donc, c'est vraiment un enjeu concurrentiel d'afficher qu'on est informatique et liberté compliant, qu'on est privacy compliant. Donc, en fait, c'est vraiment un enjeu concurrentiel. Par ailleurs, je l'ai annoncé en introduction, on a pas mal d'opportunités pour exploiter énormément de données. Certes, dans le respect d'un certain nombre de règles, mais on a vraiment cette nouveauté que l'on peut rechercher dans le règlement et qui s'avère être une réelle opportunité. Alors c'est vrai que quand on est en phase de transformation numérique, il peut être un enjeu d'utiliser ces nouvelles opportunités. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut respecter ? C'est quoi le règlement ? Alors c'est un pavé, voilà, comme ça, à respecter. Mais on en a quand même décomposé 5 grands principes clés. En gros, tout d'abord, vous devez protéger des données à caractère personnel dès la conception d'une solution, d'un logiciel, d'un site web. C'est extrêmement important de le faire dès l'origine. Et important, le règlement le dit, dès que vous démarrez un projet, vous devez être, dès la conception, protecteur des données à caractère personnel. Et ils ont raison, parce que finalement, quand on le fait après, c'est trop tard. On met des petits patchs et c'est vraiment trop tard. Ensuite, deuxième principe clé, c'est le consentement sur une finalité spécifique. C'est-à-dire que la plupart de collectes de données à caractère personnel, elles vont se faire sur la base d'un consentement. Consentement, mais généralement, vous l'avez tous fait, hein, quand vous êtes en achat, par exemple, sur le web. Vous cliquez « Je suis d'accord, pas d'accord », qu'on collecte mes données pour telle et telle raison. Et quand vous n'êtes pas d'accord, on ne le fait pas. La protection par défaut, ça rejoint un petit peu la protection dès la conception. Ça veut dire qu'on n'a pas à mettre en place la sécurité des données après. Après, c'est que on doit le proposer en standard. C'est pas une option. Quatrième principe, c'est l'accountability en anglais, mais en français, ça donne la responsabilité. Ça veut dire que celui qu'on appelle le responsable de traitement, donc celui qui va organiser toute la collecte, la gestion des données à caractère personnel, va être responsable lui-même du respect de l'ensemble des obligations du règlement. Et en plus, il va devoir documenter tous les éléments qu'il est en train de faire pour protéger les données à caractère personnel. Ça veut dire qu'il va devoir montrer à la CNIL, bah oui, voilà, j'ai un process qui se passe comme ci, comme ça, j'ai mon code de conduite, j'ai une politique de gestion des données à caractère personnel, et voilà comment on fait. Et cette responsabilité, elle pèse à la fois sur soi, mais aussi sur ses prestataires. Et là, c'est extrêmement impactant aussi dans le choix des prestataires, ou aussi quand vous êtes prestataire, vous allez gérer des données de clients, vous allez être soumis aux mêmes obligations que lui. Et enfin, dernier principe, le principe de minimisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on collecte des données à caractère personnel, donc de personnes physiques, mais on collecte que ce qui est nécessaire, pas plus. Et pendant une durée qui est limitée. Au bout d'un certain temps, on va devoir effacer les données. Voilà les 5 principes clés, mais après on va voir comment on va faire. Oui, parce qu'une fois que je sais tout ça, mes données, elles sont où ? Comment je peux savoir où elles sont ?
comment je les détecte, comment je les classe, comment je fais? Ben justement, c'est le sujet que nous allons Éclairez-nous. aborder maintenant. C'est bon. Superbe. Eh bien, justement, on va aborder donc la deuxième partie de cette présentation. Et ce que je me propose de vous montrer, c'est la façon dont on va pouvoir identifier ces fameuses données à caractère personnel qui rentrent en ligne de compte pour la RGPD. Alors, comme cela vous a été présenté, ça paraît relativement complexe. La réglementation est musclée, il n'y a pas de précédent, donc les jurisprudences vont démarrer à partir du moment où il y aura une première affaire. Il y a énormément de données personnelles disséminées un peu partout dans l'entreprise, et puis les divisions informatiques ne sont pas forcément prêtes, en tout cas pas dans les entreprises de taille moyenne. Je mets à part les opérateurs télécoms, les banques, pour qui en général ces process sont déjà bien identifiés, et c'est simplement quelques coups de tournevis à droite à gauche qu'il faut mettre pour être en conformité avec la RGPD. Donc ça apparaît compliqué. Pourquoi ça apparaît compliqué? Parce que c'est le bazar. Ça, c'est le tiroir de ma cuisine avant le rangement. C'est à peu près ce qu'on peut trouver dans les serveurs SharePoint, dans les serveurs de fichiers, de temps en temps dans les bases de données. L'idée, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'un peu mieux rangé, tout simplement pour pouvoir ensuite apporter des actions sur les données personnelles qu'on a identifiées. Et vous avez attendu le règlement européen pour faire ça? Alors non, mon épouse en avait marre de se couper les doigts en mettant la main dans le tiroir. En d'autres termes, on en avait marre de se faire taper sur la tête, quoi. Alors, fondamentalement, c'est pas si compliqué que ça, à partir du moment où on est capable d'identifier correctement de quel type de données à caractère personnel on dispose et surtout où elles se trouvent. Une fois qu'on a fait ça, le plus gros boulot est fait. Ensuite, on va pouvoir démarrer des process plus ou moins automatisés pour à la fois sécuriser ces données, pour les conserver, pour les supprimer, pour pouvoir effectuer des rapports, en tout cas pour pouvoir répondre aux questions du régulateur. Alors, on a des données dans des environnements non structurés et des données dans des environnements structurés. Alors, ce qui est structuré, c'est les bases de données, hein. En théorie, dans une base de données, si vous avez une colonne avec numéro de sécurité sociale, il y a de fortes chances qu'on ait le numéro de sécurité sociale là-dedans. Cela étant dit, dans les bases de données, vous avez aussi des champs avec des commentaires libres. Et là, tout est laissé à la liberté et à la sagacité de l'opérateur qui va renseigner dans ce champ libre des informations qui pourraient éventuellement être traitées à caractère personnel. La plus grosse problématique, elle est dans les environnements non structurés, les serveurs de fichiers, les serveurs de messagerie, les fermes SharePoint, les GED. Ce qu'on se propose de faire, c'est de scanner pour classifier l'information. Une fois que cette information est classifiée, eh bien, on pourra prendre un certain nombre d'actions, les monitorer, les supprimer, les déplacer vers des environnements plus sécurisés. Voilà, cette réponse à l'appel d'offres, ce fichier client, ben, il n'a rien à faire dans le serveur de fichiers. Il doit être dans notre CRM, il doit être dans un environnement sécurisé. Alors, ce qu'on se propose de faire chez HP, c'est de vous accompagner dans le voyage, en tout cas dans la partie technologique du voyage. Hewlett-Packard Enterprise n'a pas la prétention de se substituer aux législateurs, de se substituer au cabinet de conseil, d'audit, qu'il soit juridique ou technique. Par contre, on se propose de vous apporter un certain nombre d'outils qui vont vous permettre d'accélérer le processus d'identification de données. Donc on va commencer par ce qu'on appelle le Personal Data Assessment, donc où sont les données à caractère personnel. Et l'idée, c'est de scanner en fait les entrepôts de données
pour les analyser, de manière à pouvoir les organiser et ensuite prendre deux décisions. Soit les informations sont obsolètes et n'ont plus rien à faire. Je prends un exemple, une note de frais de 1998 qui traîne dans un serveur de fichiers. Est-ce qu'on en a encore besoin? L'employé ne fait plus partie de l'entreprise. Cette information, elle a été identifiée comme étant non accédée depuis un certain nombre d'années. Plutôt que de la conserver, on pourrait être amené à la supprimer. Puis lorsqu'on ne peut pas la supprimer, il va falloir la gérer. Et comment on va la gérer? Soit on la laisse sur place et on va mettre un certain nombre de marqueurs pour éviter qu'elle soit supprimée et qu'elle soit sous contrôle, ou alors on va migrer cette information dans une GED, dans un outil de record management par exemple. Je vais vous montrer comment ça se présente. La solution s'appelle Control Point. Alors, j'ai pas eu le temps de traduire les slides. PII, c'est Personal Identifiable Information. En d'autres termes, données personnelles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner les environnements et on va faire un petit peu cette photo des Bahamas que vous voyez ici, là, avec des îlots. Et chaque point représente en fait un ensemble de documents ou de données qui se ressemblent. Alors on pourrait avoir ici des factures de téléphone, on pourrait avoir ici des rapports d'audit, on pourrait avoir des notes de frais, on pourrait avoir un certain nombre de types d'informations qui vont être regroupées à partir de l'intelligence du moteur de recherche qui est embarqué dans la solution. Également, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle le ROT, donc R pour les informations qui sont redondantes, donc tous les doublons. O pour les informations qui sont obsolètes. J'ai parlé de la note de frais de 1995. Bien celle-là, on va pouvoir éventuellement la supprimer. Et puis T pour tout ce qui est trivial. Un fichier de configuration en plein milieu d'un répertoire dans lequel on a des notes de frais, il n'a rien à faire là. On va pouvoir le supprimer aussi. Alors, une fois qu'on a scanné l'information et qu'on a fait cette petite cartographie où vous voyez les différentes îles qui sont représentées comme les Bahamas, le système n'est pas suffisamment intelligent pour dire ça c'est une note de frais. Par contre, si on en identifie une parmi ce groupe de fichiers, le système va auto-apprendre le type de document. Il va dire voilà, ce sont des documents qui sont des notes de frais, et j'ai un niveau de confiance de je sais pas, 80, 90, 95%, et on pourra fixer des seuils. Et alors c'est vrai pour tout type d'information, que ce soit dans des fichiers traitement de texte, Word, PDF, mais aussi dans des fichiers graphiques. Et je vais vous montrer un exemple un petit peu plus loin dans cette présentation. Alors voici ici une image de l'interface graphique dans laquelle on a essayé de détecter les documents dans lesquels on avait des numéros de carte de crédit. Et on en a 8 ici. Et j'ai un document ici qui s'appelle mutuel.doc. Alors vous allez voir, c'est la démo super rapide. On clique dessus, ça s'ouvre automatiquement. Bon, c'est du PowerPoint, mais dans la réalité, c'est la même chose. Vous avez ici les métadonnées qui ont été extraites du document. Et on voit que dans ce document-là, pour un certain monsieur Antoine Desnaux, eh bien, on voit son numéro de carte de crédit qui a été identifié. Ici. Alors on peut aller un petit peu plus loin. Ici, on a fait la même démarche pour des numéros de téléphone. Et on voit ici qu'on a une facture de téléphonie mobile dans laquelle on voit apparaître le numéro de téléphone ici. Alors ça, c'est un exemple pour des documents relativement simples à lire. En l'occurrence, on avait un PDF d'un côté, on avait un document Word de l'autre. Mais on pourrait aller un petit peu plus loin avec des documents de CAO, des documents industriels. On a ici un plan avec un certain nombre de process pour des vannes hydrauliques. Et si on zoome un petit peu sur le cartouche du document, on voit ici SGBPR-106. Donc on va pouvoir identifier en fait des modèles de numérotation, j'appelle ça un pattern, un peu comme un numéro de sécurité sociale. Un homme, ça commence par 1, une femme par 2, et ainsi de suite. Et à partir de là, on va pouvoir effectuer un certain nombre d'actions sur ces documents. Alors, ce document n'est pas tellement parlant pour la RGPD, puisqu'on n'a pas d'informations à caractère personnel, mais j'ai jugé utile de vous le présenter,
parce que c'est une image, c'est une photo en fait, c'est un document graphique, et c'est tout simplement pour illustrer qu'on peut aller aussi chercher dans des documents qui ne sont pas lisibles en texte libre classique. Donc ça, c'était la première partie. Donc l'identification des données à caractère personnel. Une fois qu'on les a identifiées, on a fait le plus gros du boulot. On n'a plus qu'à les classer et on n'a plus qu'à mettre en place un certain nombre de règles, plus ou moins automatisées, pour aller verser ces documents dans des entrepôts de données qui, eux, seront sous contrôle avec une gestion du cycle de vie, avec un audit possible, avec des processus de sécurité et de cryptage qui vous permettront d'être en conformité avec les RGPD. L'identification, c'est le préalable à la capture d'informations, de manière à pouvoir manager ces informations dans les entrepôts de données pour un partage éventuel et surtout pour mettre en place un processus de conservation qui ne doit pas dépasser le processus de conservation légal. En d'autres termes, rien ne vous empêche de conserver un document, une facture par exemple, que vous avez émise au-delà de 5 ans, si je ne m'abuse. C'est 10 ans. En Angleterre, c'est 7. Les factures, c'est 10 ans. Vous émettez une facture, vous devez la conserver 10 ans. Si vous la conservez 12 ans et que le fisc vous tombe dessus, soit il n'y a pas de problème avec cette facture et tout va bien, soit il y en avait un, bah, tant pis, vous auriez dû la supprimer, ça aurait été plus sympa. Donc, la gestion du cycle de vie de l'information, elle va dans les deux sens. Il est important de conserver les informations pendant la durée pendant laquelle on est censé la conserver, mais dans certains secteurs d'activité, la suppression de cette information est obligatoire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais au bout d'un certain temps, on se doit de supprimer l'information. Pour ça, on a une autre solution qui s'appelle Content Manager. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. J'ai simplement une image, une photo qui vous montre ici que le document en question, qui s'appelle HP Archiving ici, eh bien, il a ici une durée de rétention qui est de 10 ans après la date de diffusion. Donc là, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de règles, plus ou moins automatisées, pour pouvoir, à l'issue de la période de rétention, supprimer l'information. Vous allez me dire, oh là là, on ne va jamais laisser le système supprimer de l'information automatiquement. Rassurez-vous, il y a des workflows, il y a des validations qui sont faites. On pourrait imaginer, par exemple, un rapport quotidien qui sortirait sur lequel un administrateur ou un responsable ou un DPO pourrait valider la suppression d'un certain nombre d'informations qui seraient arrivées à expiration telles que définies dans les systèmes. Dernier aspect de la RGPD, c'est tout ce qui est cryptage, pseudonymisation et puis rapport sur incident. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce débat, donc j'ai simplement une slide dessus. On voit ici une application avec des données de production. L'idée, c'est de pouvoir faire un cryptage de ces informations de manière à ce que, si on a une fuite d'informations, eh bien, ces informations ne soient pas exploitables. La problématique, c'est que la plupart des outils de cryptage aujourd'hui ne conservent pas le format de l'information. Vous avez une adresse email, c'est quoi? C'est quelques caractères, le signe arrobase, et puis un nom de domaine. Si vous cryptez tout ça, vous risquez d'avoir une suite de 150 caractères qui ne fonctionnera plus dans l'application parce que l'application va attendre à ce qu'il y ait un arrobase au milieu simplement pour une histoire de validation de données. HP Enterprise a des solutions justement qui permettent de faire du cryptage en maintenant le format ici. Alors on a ici l'email qui est complètement crypté avec arrobase et quelque chose de complètement aléatoire derrière. Évidemment le système est réversible, donc ça c'est ce qui est visible de la part des utilisateurs et pas forcément des administrateurs. Voilà, alors j'en ai terminé. Les solutions que je vous ai présentées, en fait, rentrent dans le cycle complet de la RGPD. Donc, vous avez à gauche de l'écran vos entrepôts de données. Au centre de l'écran, les outils de classification tels que je vous les ai présentés, à savoir Control Point, pour pouvoir analyser l'information et éventuellement prendre un certain nombre d'actions qui pourrait être la destruction ou la migration.
des outils de cryptage, et puis en finale, un outil de record management qu'on appelle Content Manager, de manière à pouvoir conserver l'information pendant les délais qui nous sont imposés. L'archivage viendra en finale. J'en ai terminé. Y aurait-il des questions dans la salle sur les aspects que je viens de présenter? Commentaires, questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on peut se demander quand même qui va accompagner les entreprises dans cette mise en conformité. On parlait des cabinets d'audit, des conseils, le rôle du DPO là-dedans. Pauliana, est-ce que vous pourriez nous éclairer? Ou même vous, hein, Dominique? Alors, ce qu'on voit chez nos clients, c'est en général trois acteurs principaux qui prendront en charge ces projets de RGPD. Un premier acteur qui est l'acteur juridique pur et dur. Donc, quels sont les aspects juridiques, quelles sont les contraintes, comment on va valider la conformité. Des outils technologiques, donc ça, ce sont des acteurs tels que Hewlett-Packard qui vont proposer des outils techniques pour aller identifier ces informations et les classifier. Et puis des acteurs qui vont vous mettre en place les process pour pouvoir mettre la glu un petit peu autour de tout ça. Alors on peut citer des grands cabinets d'audit, de conseil comme des PwC, Deloitte ou ainsi de suite pour des grandes entreprises. Mais aussi des sociétés un peu plus légères, un peu moins imposantes pour des tailles d'entreprises plus raisonnables. Toriana ? Oui, c'est tout à fait juste. Moi, je voulais rebondir sur votre outil de cartographie qui me paraît extrêmement utile pour se préparer et réaliser la mise en conformité. La mise en conformité, elle est à la fois technique, mais elle est aussi juridique, c'est-à-dire aussi documentaire et contractuelle. Alors là, j'ai voulu schématiser au moins 4 choses à faire pour se mettre en conformité. D'abord, on va devoir mettre en place un registre des traitements. Donc c'est un registre qui récapitule l'ensemble des traitements automatisés qui collectent et gèrent des données à caractère personnel. Donc l'outil qu'on vous a proposé va permettre de réaliser ce registre. Mais ce registre, il n'est pas purement technique, il est aussi très textuel, c'est-à-dire qu'il va déterminer pourquoi je suis en train de collecter des données, qu'est-ce que je vais en faire, à qui je les transmets. Il y a tout un tas d'informations qui devront figurer dans ce registre. Ce sera à moi de le faire, et si j'emploie un sous-traitant, un prestataire de services de confiance par exemple, pour faire de la signature électronique, pour faire de l'envoi recommandé électronique, il devra lui-même tenir un registre de mes traitements pour mon compte. Deuxième aspect, c'est l'analyse des risques et des menaces. C'est important de faire cet état des lieux. Qu'est-ce que je risque et qu'est-ce qui me menace? Qu'est-ce qui menace les données à caractère personnel que je traite? Cette analyse de risque est à la fois technique, c'est-à-dire est-ce que j'ai un trou dans la solution que je suis en train de développer ou que je suis en train d'intégrer. Elle est également juridique, puisqu'on a des impacts qui vont être contractuels, réglementaires. Et je vous ai fait un état des sanctions juste avant. Troisième élément à mettre en place, alors ça, c'est pas obligatoire, mais c'est, disons, recommandé. C'est obligatoire dans certains cas quand on traite des données hypersensibles ou une masse de données extrêmement importante et quand on a des forts risques pour la protection de ces données. L'analyse d'impact doit se faire par traitement. Et ça veut dire quoi, analyse d'impact? Ça veut dire quel va être l'impact de la violation des données à caractère personnel sur les personnes qui sont concernées. Est-ce que ça va être grave ou pas grave?
Est-ce que ça va être critique ou pas? Est-ce que ça va m'empêcher de travailler? Est-ce que ça va m'empêcher de fournir des prestations? C'est ça, en fait, l'analyse d'impact. Et donc, à partir de l'analyse d'impact, ça vous permet de choisir les mesures techniques nécessaires à implémenter pour assurer la sécurité des données. Sans analyse, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il faut faire. C'est comme de mettre un verrou à une porte qui serait en fait un tout petit verrou qui serait facilement comment on dit C'est un verrou à la porte en laissant la fenêtre ouverte. Oui, voilà, c'est ça, un verrou qui ne sert à rien. Donc, si on ne prend pas la mesure d'un outil technique qui est suffisamment proportionné, eh bien, ça ne sert à rien. Mais ces données hypersensibles, c'est quoi? Ça peut être quoi, par exemple? Mais ça peut être des données de santé, par exemple. Des données sur l'origine raciale, ethnique ou de religion d'une personne. Mais ça va très vite hein, sur la donnée de santé. On est très vite. Vous faites un tout petit questionnaire médical. On est déjà sur de la donnée de santé. Et enfin, on n'oubliera pas, mais je l'ai rappelé depuis le début, c'est de mettre en place son projet de transformation numérique, privacy by design. Donc, dès l'origine, on se préoccupe de la protection des données à caractère personnel. Et là, on ne va pas oublier de le faire valoir dans les contrats avec ses prestataires, dans les contrats avec ses clients, mais surtout avec ses prestataires. Ça passe aussi par une demande de quelles mesures de sécurité ont mis en place vos prestataires ou vont mettre en place vos prestataires pour assurer la protection des données de vos clients que vous êtes en train de collecter. Et il faut le prévoir dans les contrats. Et enfin, il faut se documenter, prévoir des process et donc un code de conduite. C'est comme ça que l'appelle le règlement. Un code de conduite informatique et liberté est le bienvenu. Alors pour mettre en place tout ça, un petit peu de pub, on a un outil en SaaS sur notre site qui vous faciliterait la vie et qui, allez le voir, faites des petits tests, ça permettra de démarrer un peu la mise en conformité. Entendu, bien écoutez, merci. Est-ce que vous avez des questions sur tous ces volets juridiques et techniques de ce nouveau règlement ou pas, où tout a été clair pour vous? Une question, j'arrive, bougez pas. Merci, bonjour. Je voudrais savoir si toutes ces réglementations s'appliquent aux TPE. Oui, bien entendu. Ça s'applique aux TPE. Mais toutes les obligations ne sont pas aussi contraignantes pour tout le monde de la même manière. Par exemple, le registre n'est pas obligatoire pour la TPE. Mais ça vous évite de faire la déclaration à la CNIL, par exemple. Ça vous évite des formalités. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que si vous choisissez des prestataires, vous pourrez l'imposer à ces prestataires et vous serez compatible, vous serez conforme. Oui, une autre question? Oui, merci pour ces présentations. Je voulais savoir si les prestataires du cloud, qui hébergent énormément de données des entreprises ou même des individus, est-ce qu'eux seront soumis à des contraintes supplémentaires par rapport à ceux qu'ils connaissent aujourd'hui, notamment un, et vous l'avez évoqué, Monsieur Chabot, qui est le cryptage des données. Est-ce qu'il sera désormais systématique ou optionnel, par exemple? Alors, j'ai pas ma boule de cristal. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que le texte ne vous dit pas qu'il y a des exigences supplémentaires pour les prestataires de cloud, mais c'est à vous de déterminer quelles exigences sont nécessaires et adéquates et impératives à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des données. In fine, il va se dégager un certain nombre de pratiques, de bonnes pratiques, sans doute pays par pays, mais très certainement aussi en Europe. Et on va dire, voilà, tel prestataire, il faudra plutôt qu'il fasse ça et ça. On ne vous dit pas quoi faire, on vous donne un exemple
de mesures à prendre. Donc chiffrer des données, c'est un exemple. Faire de la pseudonymisation, c'est un exemple. Mais il n'y a pas que ça. Mais en tout cas, il faut être à un niveau minimum. Mais c'est sûr que comme on est dans le cloud, on est surexposé, in fine, la mesure nécessaire, elle est plus importante que les autres, ceux qui ne sont pas connectés et dans le cloud. Donc la première mesure, en fait, c'est le cryptage des informations dès la sortie de l'entreprise, de manière à ce qu'une fois arrivée dans le cloud, de toute manière, elle soit inexploitable en dehors de l'autorité détentrice des clés de chiffrement qui, elles, sont détenues par vous dans votre entreprise. Donc en fait, si on tourne la question dans l'autre sens, un tiers hébergeur, à partir du moment où il peut démontrer que les données qu'il héberge sont cryptées, va probablement pouvoir se décharger de toute responsabilité en termes de confidentialité de données personnelles, puisque d'une part, il ne détient pas les clés, et d'autre part, les informations ne lui appartiennent pas. Ces limites, effectivement, la réglementation rentre en vigueur en mars 2018. En mai. Mai 2018, pardon. Mai 2018, comme le disait ma confrère, il y aura probablement une entreprise qui va se faire taper sur les doigts au 1er juin, de manière à donner un exemple, et ensuite les jurisprudences européennes vont démarrer. C'est tel que je vois les choses. Une autre question. Je ne veux pas monopoliser le micro, mais il y a eu la loi de programmation militaire dont nous avons tous entendu parler. Est-ce que quelque chose va changer de ce côté-là, notamment vis-à-vis des droits de l'État pour aller extraire des données dans le cadre de diverses affaires? Ou est-ce qu'on sera dans le même scénario que la loi de programmation qui a été votée, je crois, l'année dernière, en fait? Ça se superpose, en fait. On est dans le même scénario, c'est-à-dire que les droits de l'État pour des considérations de sécurité nationale vont continuer à perdurer, et on va considérer que ça n'atteindra pas les données à caractère personnel. Voilà. Mais bon, pour l'instant, la question est pertinente si on pense à des affaires outre-Atlantique, j'imagine. Est-ce qu'il y a une dernière question? Après, on va clore le débat. Non, pas de questions. Écoutez, on vous remercie tous. Merci infiniment. Le stand HP est juste derrière vous, B58. Si vous voulez plus d'informations, je vous y attendrai dans le temps d'y aller, quoi. Merci à tous.